Dieu voulant. Mais merci d'être ici ce soir à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer nos études sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. En théorie pour théorie, on va donc il y a des théories dans les théories d'évolution pour que ça s'amalgame. C'est comme toutes des choses placées ensemble pour un mensonge en soutient un autre. Mais on a réussi aussi dans un sens théorique, dans un sens aussi pratique, puis en ligne avec ce que les Écritures nous enseignent, à démolir l'ensemble de certaines de ces théories, puis à amener vraiment un vent de fraîcheur et de la vérité, d'un sens véridique à ce que les Écritures nous enseignent versus les mensonges de toute cette théorie qui est vraiment une arme dans les mains du diable, une arme de destruction massive, spirituelle, pour amener les gens à discréditer la parole de Dieu et ne pas croire ce que Dieu dit dans le tout premier livre, dans les tout premiers chapitres et versets des Écritures, donc à partir de la Genèse au commencement. Donc on regarde ça, on continue où ce qu'on était rendu la dernière fois, donc toujours la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution, donc des dinosaures et des hommes, nous sommes rendus maintenant à la 4e partie. Les animaux dans l'arche, on avait vu ça un petit peu la dernière fois, on va se remettre où on était rendu et on continue sur notre aire d'aller. Donc, Dieu a créé chaque créature selon son espèce familiale. Ça, c'est ça qui fait une différence. Donc, dans leur ADN, Dieu a placé le potentiel d'une diversité considérable, y compris les possibilités de nouvelles espèces élargies. Mais chaque espèce appartient à son espèce d'origine. Donc, dans l'ADN, il y a une possibilité d'une nouvelle espèce au sens large. Donc, ça peut s'élargir selon l'environnement, l'adaptation, la nourriture, le lieu, le climat, etc. Mais chaque espèce, de manière élargie, appartient quand même à une espèce qui vient d'une origine. Donc, les chats demeurent des chats et les chiens demeurent des chiens. Donc, les chats demeurent des félins et les chiens demeurent des canins. Et ça va pour ça. Ainsi donc, l'arche de Noé aurait pu contenir un minimum de 70 000 animaux. On avait fait les calculs, ça a déjà été fait. Mais lorsqu'on ramène les différentes espèces élargies à leur espèce familiale, donc on parle d'un nombre inférieur à 600, il semble que le nombre puisse être réduit à 5 000 animaux. Est-ce qu'il y en avait? Donc, il y en avait probablement entre 5 000 et 70 000, quelque part entre ça. Et il ne faut pas oublier que ce pas tous des gros animaux. Hein. Des écureuils, c'est tout petit encore. Donc, ça ne change pas. Il y a plein de petits animaux. De plus, il n'y avait pas besoin d'emmener les créatures marines, bien évidemment. Eux autres, ils étaient dans l'eau, ils étaient déjà contents. Et il n'avait possiblement pas besoin d'amener les insectes à bord qui, eux autres, survivent aux catastrophes. En retirant ces créatures du nombre total, on réduit considérablement le nombre d'animaux réels que Noé aurait dû amener à son bord, à bord de l'arche. Donc, maintenant, parlons des dinosaures mutants, comme les turtles, Mutant Ninja Turtle. Les reptiles mutants. Les recherches et les fouilles archéologiques ont permis aux scientifiques de répertorier près de 900 sortes d'espèces différentes de dinosaures, Comment Noé a-t-il pu les amener tous, un couple de chaque espèce sur son arche, en 900 espèces de dinosaures répertoriées, puis ça, c'est ce qu'on a trouvé. Comment il a fait, s'il les a amenés sur l'arche, pour toutes les amener sur l'arche? C'est une question qui est légitime. Essayons d'y répondre avec une logique qui fait du sens. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre l'ascension de l'intérêt massif concernant les mystérieux géants qui étaient les dinosaures. Donc, revenons à quelques notions de base. Dans le début des années 1900, les musées en quête d'attraction étaient tous à la recherche de squelettes liés aux dinosaures, mais de squelettes géants. Les petits, ça n'impressionnait pas personne. Ainsi, chaque musée cherchait à obtenir un plus gros dinosaure que leur compétiteur, puis il fallait qu'il y ait encore l'air plus méchant que les autres. Donc, c'était une idée d'attirer les foules, d'attirer une clientèle. Est-ce que ça fait du sens? Oui, parfait. Donc, la conformité des gros dinosaures était telle que ce n'est pas avant les années 70, donc 1970, 70 ans plus tard, que les chercheurs ont commencé à se poser des questions sur la possibilité d'intermédiaires dans les dinosaures de petite taille. C'est tout le temps juste gros. Hey, là, tu te dis à un moment donné, non, il n'y a pas eu des petits. Il n'y a pas eu des juvéniles. Pourquoi
pourquoi c'est peut-être une histoire de gros dinosaures? Ça a pris 70 ans avant de se poser des questions là-dessus. Les recherches ont donc commencé pour trouver des dinosaures identiques aux gros, mais de plus petits formats. À un moment donné, ils se sont mis là-dessus. Le problème dans ces recherches ont été liés à l'ego des chercheurs. Fait qu'ils en ont trouvé, mais regardez bien ça. Ceux-ci, à chaque nouvelle trouvaille, identifiaient les différences plutôt que les similarités, s'empressant de donner des noms à leurs découvertes tout en les identifiant comme étant de nouvelles espèces. Ah, j'ai trouvé un dinosaure. À chaque chercheur, chaque découverte, sa nouvelle espèce, un nouveau nom. Au lieu de vérifier, y a-t-il quelqu'un qui a trouvé quelque chose de similaire à ce que j'ai déjà trouvé? Oui, ben c'est peut-être la même espèce. Ah, non, c'est une nouvelle sorte parce que au lieu d'avoir une corne qui tourne à droite, l'autre, sa corne, elle tourne à gauche. C'est aussi, c'est ridicule comme ça. Les chercheurs ont pu identifier une différence dans la densité osseuse de certaines espèces de dinosaures, révélant ainsi une structure plus spongieuse dans des os plus petits et plus denses dans de plus gros os. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette découverte porte donc à pouvoir identifier des dinosaures qui seraient associés à des juvéniles, donc en croissance dans des os qui sont plus spongieux, ainsi que des plus matures, donc en ralentissement de croissance dans des os qui sont plus denses, qui sont plus gros. Donc, exemple, ici, on a de la famille des Triceratops. Donc, ils ont beau avoir une corne à gauche, une corne à droite, une corne au centre, pas de corne au centre, c'est toute la même affaire. C'est toute la même famille. C'est juste dans sa métamorphose, en grossissant, il y a une dent de plus. Comme certains, si on observe les crocodiles, ils sont pas tous pareils. C'est comme on a tous des visages différents, on a toute une morphologie différente. Ici même en Amérique du Nord, dans les plaines du Nord canadien, il y a plusieurs espèces de dinosaures qui ont été répertoriées. Exemple, l'Allosaurus, l'Ankylosaurus, l'Androsaurus, le Stenonychosaurus, le Triceratops et le Tyrannosaurus rex. Ben, si on regarde l'Allosaurus et le Tyrannosaurus rex, là, ils ont juste pas la même grosseur de chicken wings ici. Mais ça se ressemble pas mal. Ça se peut-tu qu'ils soient de la même famille? Ben, pourquoi? Ben, oui. On va dire que c'est, mettons qu'on dit que c'est des cousins. Il y a dans ces régions une formation géologique dans laquelle nous retrouvons les ossements qui, selon le consensus général, regroupent les derniers dinosaures à avoir vécu sur Terre. Nous y retrouvons la principale 12 sortes de grands... Non, pardon. Nous y retrouvons là principalement 12 sortes de grands dinosaures qui sont maintenant éteints. En observant les différences entre les ossements retrouvés, certains dinosaures ont été identifiés comme étant des espèces cousines. C'est ce que tu viens de dire? Mais, il y a un gros mais ici. La réalité pourrait les rapprocher encore davantage, plus que cousins. Ah! Regardons ça. On parle de nouvelles découvertes ici, là, puis c'est rejeté par l'ensemble de la science parce que ça réévalue toutes les choses qui ont déjà été développées, puis ils n'aiment pas ça quand tu les remets en question. L'approche observatrice, donc la vraie science, quand tu observes les choses, aurait dû être faite à l'inverse. C'est pas ça qu'ils ont fait. Regardez bien ça. Au lieu de mettre l'accent sur les différences, les chercheurs auraient dû mettre l'emphase de leurs observations sur les similarités. Ils ont fait ça en envers. Ils ont dit, ah, lui, il n'est pas comme lui, fait que c'est une nouvelle sorte. Non, il aurait dû dire, les deux se ressemblent beaucoup, donc c'est la même sorte. Comprenez-vous? Donc, combien qu'il y avait de dinosaures au final? Peut-être moins qu'on pense. Si on regarde le Pachycephalosaurus, le Stygimoloch, puis le Dracorex, bon, Stygimoloch, Pachycephalosaurus, puis le Dracorex, c'est la même bébite en croissance différente. Ils ont des similarités, on va voir les similarités, puis pourquoi les similarités auraient dû être identifiées et non pas les différences pour dire, hey, ça, c'est la même bébite, à différence de croissance. Mais on s'est concentré sur les différences. Lui, il n'y a pas de bosse, lui, il a juste une petite bosse, lui, il a une grosse bosse. Fait que c'est 3 patentes différentes. Non! C'est le même à 3 stades de croissance différentes. Donc, ça élimine, imagine là,
On parlait de 900 espèces divisées par 3. Hein? Si les chercheurs avaient considéré ce que la Bible nous enseigne dès le commencement, ils auraient su qu'il y avait des géants dans les temps prédiluviens. En Genèse 6, chapitre 6, verset 4, première partie du verset, nous dit « Les géants étaient sur la terre dans ces temps-là. » Non seulement ça, mais ils auraient su que les temps prédiluviens offraient des éléments propices au maintien de la vie beaucoup plus longuement que ce que nous offre notre monde d'aujourd'hui. Tu sais, quand dans la Bible, ça dit que Adam a vécu 930 ans, bien, les autres, ils ne croient pas. Mais s'il y avait cru, il aurait su, il aurait compris. D'accord? Vous comprenez? Donc, ces 3 bébites-là sont le même dinosaure ou le même reptile en stade d'évolution différente. Donc, le Dracorex, c'est probablement l'image squelettique des images qu'on a d'un dragon. Hein, quand on fait des images de dragon, des légendes de dragon, et éventuellement, donc, il y a des petites bosses ici sur le museau. Les petites bosses sur le museau, on les retrouve aux 3 endroits. Éventuellement, dans sa croissance, ses cornes se poussent plus vers l'arrière, puis une bosse commence à pousser sur le dessus pour devenir finalement une seule grosse bosse sur le dessus du crâne. Mais sur des années de croissance, de métamorphose, c'est comme ça que ça arrive. Un peu comme on parlait hein, des hommes de caverne. Ben oui, il y avait tout des grosses ossatures au niveau des yeux. Oui, qui ressemblait un peu à du gigantisme. Ben oui, mais c'est parce qu'il y avait 200 ans d'existence. C'est des parties du corps qui grossissent tout le temps. Donc, mais il y avait une métamorphose différente. Pas parce qu'il y a l'air plus des singes. C'est parce que ça faisait plus longtemps qu'ils vivaient. Donc, même chose, dans les oreilles, ça grossit tout, ça grandit tout le temps. Donc, des dinosaures mutants, Genèse chapitre 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Donc, 130 plus 800, ça fait... C'est fort, hein? Tous les jours d'Adam vécu furent donc de 930 ans, puis il mourut. Donc, hein, les choses vivaient longtemps. Donc, les êtres vivants vivaient longtemps. Si donc les mêmes conditions que Adam a eues s'appliquent aux reptiles qui, selon nos observations, ne cessent de croître tout au long de leur vie, qui est encore une réalité, hein, un petit crocodile, il est petit de même. Tu le laisses vivre longtemps, écoute, il peut faire quasiment la pièce, là. Il ne serait pas farfelu de croire qu'il soit possible qu'au temps du déluge, il existait des reptiles âgés de près de 2000 ans. C'est une possibilité. Ainsi donc, les dinosaures seraient le résultat de petits reptiles qui ont grandi sans ou avec peu de prédateurs pendant plusieurs centaines d'années dans un monde prédiluvien et dont la morphologie, dans une mesure adaptative, aurait changé au gré de leur croissance. On voit ici la modification au gré de la croissance. Ça a du sens? Donc, pas trois dinosaures différents. Le même dinosaure en état de croissance sur des peut-être centaines d'années différentes. Où sont donc les dinosaures? Bonne question. Au contraire des dires des évolutionnistes, les dinosaures auraient vécu avec les hommes depuis la création, donc avant le déluge, donc prédiluvien, et aussi par la suite, donc dans le monde post-diluvien. Les dinosaures sont des reptiles. Une question demeure si Noé a apporté avec lui les dinosaures sur son arche. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont où là, live? Donc, on voit ici, hein, dans les tricératops, un crâne de 1 mètre de long, 1,5 puis 2 mètres de long, puis on voit la différence spongieuse là, des osseuses. Là. Plus dense jusqu'à plus spongieux. Le plus il est vieux, plus c'est spongieux. Je pense que j'avais dit ça en envers au début, mais vous m'avez suivi. Et on voit ici, donc, l'évolution, hein, on voit l'intermédiaire de juvénile à le plus gros. Mais c'est pas une bébite différente. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la famille des tricératops avec des noms qu'on devrait leur donner différemment, qui finissent tout en us. Mais c'est vraiment simplement ce qu'on appelle un shape-shifting, une transformation, une modification au gré du temps à cause de la croissance, de la longévité du reptile. Étant lié aux réalités du déluge global d'eau, êtes-vous prêts? Parfait. Il y a plus ou moins 4000 ans, il ne serait pas trop poussé de croire que certains des reptiles, donc le déluge il est arrivé de ça il y a à peu près plus ou moins 4000 ans.
Donc, étant lié, je répète ça, étant lié aux réalités du déluge global d'eau, il y a de ça plus ou moins 4000 ans, il ne serait pas trop poussé de croire que certains des reptiles qui existent de nos jours seraient possiblement les descendants de ces grands lézards qui existaient jadis. Est-ce que vous me suivez? C'est possible que de nos jours, il existe des descendants des grands lézards, mais pas pareil, adaptés à un mode de vie d'aujourd'hui pour une survie d'un mode de vie d'aujourd'hui avec des conditions d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Donc, qu'est-ce qu'on observe sur tous les tricératops? Tous les tricératops vont finir par développer une grande couronne. Tous les tricératops vont finir par développer ou vont développer des cornes. Soit ils vont avoir des cornes, soit ils vont avoir une couronne, soit ils vont avoir des cornes, pas de couronne, soit une couronne, pas de cornes, mais ça ressemble tout le temps. Véronique. Ouais, c'est quoi la réponse? Un rhinocéros n'est pas un reptile, mais un mammifère. Restons dans les reptiles. Merci beaucoup pour votre implication, mademoiselle, mais c'est très apprécié. Non, c'est bon, mais peut-être que, tu sais, les légendes de licorne, c'était un reptile à licorne. Ou le rhinocéros. Il n'est pas exclu que suite au déluge, certains dinosaures aient atteint une grosseur colossale, mais que depuis, ils aient complètement disparu ou resté très, très, très petits. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Ce sont des caméléons. Et on a un caméléon tricératops, et on a un caméléon avec une couronne. Et quand écoute, donne-y 2000 ans, puis des conditions atmosphériques géniales, qui n'est pas obligé de manger juste des petites bébites, mais qui peut manger des plus grosses bébites ou quelque chose d'autre. Puis ça se pourrait qu'ils deviennent gros comme ça. Bizarrement, ils ont comme des stigmates d'une morphologie qui ressemble à ça. Ça se peut-tu qu'il y ait eu une adaptation? Un peu comme les pygmées d'Afrique. Les pygmées d'Afrique sont très petits. Je pense en Afrique, les pygmées, je me trompe-tu? Je me trompe de me dire. Ils sont très petits, mais je veux juste faire une allusion à ça. Ils sont très petits, pourquoi? Parce que les petits se sont produits avec les petits. Et pourquoi les petits sont produits avec les petits? Parce qu'il y a d'autres personnes africains qui venaient enlever les grands, les plus forts, pour les vendre comme esclaves. Donc, ils laissaient les petits, ça donnait rien, c'était pas, ça valait rien. Fait qu'il est resté juste des petits dans la tribu, les petits dans la tribu sont produits avec des petits, fait qu'ils sont restés petits de génération en génération. Donc, une méthode adaptative de survie, c'était d'être petit, tu ne te fais pas enlever pour devenir un esclave. Ben, la même chose ici. Méthode adaptative, après le déluge, ça a été probablement au niveau des prédateurs, au niveau des conditions, au niveau de la nourriture, au niveau des climats, ben, c'était de rester petit. Petit, on survit, gros, on crève. OK. That's all, folks. Dieu voulant, la semaine prochaine.